Oui, bonjour à tous. Donc, nous voilà à nouveau en ligne dans ce premier sommet Apiculture et Conscience. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir et d'interviewer Catherine Ballot-Flurin. Bonjour Catherine et merci d'avoir accepté mon invitation à cet événement. Voilà, je suis très content que tu puisses nous apporter ton regard sur l'apiculture douce. Voilà, cette méthode que tu as développée au fil de toutes ces dernières années et voire même ces décennies, on peut dire. Et puis aussi ta manière de concilier en fait cette approche respectueuse des abeilles avec la dimension économique, parce que c'est aussi quelque chose qui est quelque chose qui interroge parfois entre ceux qui voudraient réensauvager l'abeille et ceux qui en tirent des profits, quelquefois d'une manière trop intense, en l'exploitant l'abeille d'une manière outrancière, pourrait-on dire. Et donc je me rappelle qu'on s'était rencontrés déjà fort longtemps dans une formation que tu avais organisée sur l'apithérapie. J'avais été très marqué par Pedro Gromez, je crois, qui s'appelait, un cet espagnol qui était venu présenter son approche de l'apithérapie avec le venin d'abeille. Et j'en garde un très bon souvenir, ainsi que les journées Propolis que tu avais organisées. Et donc, pour te laisser la parole, est-ce que tu pourrais nous dire dans un premier temps en quoi participer à cet événement fait-il sens pour toi par rapport à voilà, cette apiculture et conscience dont la thématique principale est coopérer avec les abeilles? Merci Vincent de m'inviter à ton passionnant événement et je suis vraiment heureuse de partager avec toi et avec les intervenants et intervenantes que tu as choisis et qui sont passionnants dans leur approche. Et voilà, donc pour répondre à ta première question, je suis curieuse d'apprendre et de comprendre l'approche de chacun puisque la conscience est pour moi la base de ma relation avec les abeilles. Euh, j'ai découvert les abeilles non pas comme des pourvoyeuses de matières premières et de miel, mais comme des êtres particulièrement intelligents, conscients, éclairés et ressentant des sentiments. Parce que c'est tellement transmis dès mon enfance. À 10 ans, je fais la découverte de ça dans le jardin de mes parents, en touchant les abeilles, vraiment, en mettant mes mains dans les abeilles, j'ai ressenti un message, un langage. Et j'ai passé toute ma vie professionnelle et personnelle, mais professionnelle aussi, à euh, essayer de dialoguer avec les abeilles pour mieux comprendre ce monde, pour mieux m'améliorer et changer le monde. Donc c'est quelque chose de très important, c'est une question centrale pour moi. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous résumer peut-être succinctement ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à l'apiculture, à créer cette méthode apiculture douce et puis plus récemment, je crois, cet institut aussi qui permet vraiment de pouvoir plus largement peut-être développer tout ce qui tourne autour de ce respect de l'abeille, de tout ce qu'elle peut nous offrir aussi en termes d'approche thérapeutique. C'est vrai que, comme tu dis, dans le monde économique, qui est très important aujourd'hui pour beaucoup de monde, parce que le, la méthode d'échange entre les humains passe beaucoup par l'argent, ce que j'ai eu l'inspiration de créer a constitue aujourd'hui un modèle d'entreprise, puisqu'il y a plusieurs dizaines de salariés, il y a 80 personnes qui travaillent dans l'entreprise Ballot-Florin que j'ai créée, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que tout est inspiré par l'abeille et par ce que l'abeille a à nous proposer, à nous offrir. Donc, c'est pas un modèle économique, c'est un modèle de vie, quoi, qui permet à la fois de grandir, de se nourrir à tous les niveaux et aussi d'apporter de la fécondation autour de nous. Donc, je pense que c'est important de dire que l'abeille n'est pas là simplement pour faire son petit travail de son côté et nous de l'autre, que la nature, c'est une seule chose et on en fait intimement partie. C'est-à-dire que pour moi, on ne devrait même pas dire le mot nature, le mot environnement, puisque Ah. la nature, c'est nous. On fait intimement partie de la nature
et les abeilles sont là avec nous dans la nature. La nature, c'est en nous et on n'a pas on est naturel, on est sauvage comme les abeilles. Et que le but de la vie, c'est la danse, elles nous le montrent, les abeilles. Elles, elles nous le montrent, donc danser tout seul, c'est pas drôle. Et si on peut partager ce langage de la danse avec les abeilles, c'est beaucoup mieux. Pour rentrer dans les détails, hein. Donc déjà, quand j'étais fait une formation à Laval, c'est celle qui existait, je crois, une des seules en Europe à l'époque où je me suis intéressée à l'apiculture. J'avais 20 ans. Je suis allée faire cette formation professionnelle pour adultes pour avoir le brevet professionnel apicole. Et je suis arrivée au milieu de personnes qui ne parlaient que de camions, de taille de camion, de tonnage de miel, d'antibiotiques pour traiter, de sucre. Et j'étais complètement effarée par ce qui était proposé, quoi. Pour moi, j'avais déjà cette notion, on va dire, spirituelle de l'abeille et je ne comprenais pas du tout. J'étais oui, sidérée par ce qu'on pouvait proposer. Et donc, j'ai écrit pendant mes heures de cours qui me semblaient tout à fait inutiles. On nous demandait même de disséquer une abeille. Donc, je ne voulais pas disséquer une abeille. J'étais vraiment la, la, la petite élève pas bonne, quoi. On me donnait des mauvaises notes parce que je refusais à peu près ce qui était proposé. Par contre, j'ai écrit un cahier des charges de l'apiculture biologique et douce. Mais ça n'existait pas du tout à l'époque. Le bio, ça n'existait pas, quoi. C'était pas créé. Donc moi, j'ai écrit l'apiculture biologique et douce. Et puis, j'adhérais à l'époque aux Amis de la Terre et à Nature et Progrès. Donc, je me suis installée en apiculture et j'ai proposé mon approche que j'avais d'abord écrite, puis expérimentée avec mes propres ruches. Et pour moi, c'était pas logique de les nourrir avec du sucre, alors qu'elles avaient largement assez de miel, surtout aux années 70, c'était suffisant le miel qu'elles produisaient. Il fallait surtout les éloigner des pesticides parce qu'il y avait des champs de tournesol et de colza qui étaient traités, surtout le colza d'ailleurs à l'époque, étaient traités, les apiculteurs amenaient leurs ruches et puis ils avaient des pertes, et c'était pas grave, il y avait assez d'abeilles, on repartait. Donc moi j'ai donné à mon apiculture trois grands principes: pas de nourriture artificielle, on leur laisse leur propre miel, voire on rajoute du miel si besoin, si vraiment elles n'ont pas assez, mais normalement elles ont assez. Donc pas de nourriture artificielle, pas de, pas de déplacement de ruches dans les endroits où il y a des pollutions chimiques, agronomiques quelconques. Donc les mettre dans des espaces le plus préservés possible. Donc en montagne, dans les Pyrénées, c'était assez simple, mais aussi ailleurs, hein, dans les Landes. Enfin, il y avait vraiment une recherche d'emplacement propre. Ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, qui a été très long à être accepté, même dans le bio, c'était que l'apiculteur lui-même ne pollue pas, c'est-à-dire ne désherbe pas ses ruchers, ne met pas de peinture chimique sur ses ruches et n'apporte évidemment aucun médicament, encore moins des antibiotiques, parce que les antibiotiques, déjà à l'époque, je savais que ça formait des résistances et que c'était très grave de les utiliser dans le monde animal comme chez les humains. Voilà, donc ça, c'est la création de départ. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que moi, je n'étais pas piquée par les abeilles autant que les autres. Donc, pour moi, l'apiculture douce, c'était des gestes adaptés auprès des abeilles, pas de brutalité. Et puis, ça commençait toujours par une méditation avant d'approcher les abeilles. Un moment de pause en silence au minimum pour se recentrer, être en pleine conscience. Donc, voilà les principes très très simples que j'ai appliqués toute ma vie. Et puis, pour rendre possible la pratique pour les personnes, j'ai axé
mon activité sur deux choses. Premièrement, j'ai commencé à enseigner une sorte de yoga des abeilles, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le yoga des abeilles, c'est comment faire pour pas brutaliser les abeilles par son état personnel de conscience. Et de cette manière-là, on a souvent même pas besoin de voile ni d'enfumoir, même avec des abeilles agressives. Et de l'autre côté, comment faire pour cohabiter avec les abeilles et les exister dans un monde où on a besoin de miel pour se soigner. Qu'est-ce que c'est le sens de tout ça? Comment on récolte? Comment on, comment on est avec les abeilles pour pouvoir quand même prélever ce qu'elles nous proposent. Et tout le travail, ça a été de mettre en place des méthodes apicoles qui soient non invasives pour les abeilles. Par exemple, le pollen, au lieu de prendre des antibiotiques chimiques quand on est malade, on pourrait se soigner avec le pollen des abeilles. Mais alors, si on met une grille à l'entrée de la ruche et que pour sortir, elles sont obligées de se précipiter à travers la grille et de s'arracher les pattes et les ailes, c'est pas terrible. Donc, j'ai cherché à mettre au point un système. Et en fait, on pouvait très bien y arriver de manière simple en laissant deux sorties aux abeilles, par exemple une devant, une derrière la ruche, et on mettait la grille qui retient le pollen des abeilles que sur une partie de la ruche. Et les abeilles, très vite, elles trouvaient le moyen de passer de l'autre côté, sortir, et même pour rentrer. Il n'y a que quelques abeilles qui passaient derrière, qui déposaient quasiment volontairement leur pollen, et ça suffisait. La récolte, elle était aussi importante parce qu'en fait, les abeilles n'étaient pas gênées. Elles n'étaient pas agressives. On pouvait récolter du pollen frais tous les jours. Et on a vraiment le sentiment à ce moment-là que c'est les abeilles qui l'ont déposé volontairement et que c'est un cadeau. Donc, ça m'a beaucoup ému de voir que les abeilles, elles avaient vraiment leur libre arbitre. Et j'ai appelé le système le trappe à pollen libre arbitre. Donc ça, c'est l'apiculture douce. C'est pas s'éloigner des abeilles, c'est peut-être avec elles, mais vraiment partager leur langage et euh, voir vraiment la conviction que si les abeilles déposent quelque chose, on nous laisse une partie de leur récolte, c'est une vraie volonté de leur part et un échange. Et j'en suis absolument convaincue parce que euh, depuis, ben, j'ai fait des recherches avec le CNRS, le CEA, sur la puissance des abeilles au niveau polymérisation, et elles ont une vraie volonté de travailler avec nous, quoi, les abeilles. Elles n'ont pas envie d'être isolées dans un monde à part. Je, je, Qu'est-ce qui te fait dire ça, que les abeilles ont vraiment envie de coopérer avec nous, on va dire les apiculteurs, les humains qui sont proches d'elles? Qu'est-ce qui te fait dire ça? alors déjà, plusieurs faits concrets, absolus, comme j'ai donné l'exemple de la trappe à pollen par arbitre, où les abeilles sont tout à fait libres de passer dans l'entrée libre, elles vont quand même déposer leur pollen dans le petit tiroir qu'on a disposé, quoi. Et c'est quand même effarant, quoi, de voir ça. C'est émouvant, émouvant. Et après, le fait qu'on puisse récolter du miel absolument sans protection, c'est-à-dire, moi, si je récolte du miel aux ruches, j'y vais en short, en t-shirt, enfin, j'ai des photos, hein. Tu puisses approcher la ruche et en pleine conscience, tu dialogues avec elle et tu vas délicatement ouvrir la ruche, prélever le miel, les abeilles se posent sur tes mains. Et j'ai aussi récolté de la propolis au Brésil avec des abeilles africanisées en pleine conscience. Et les 6 apiculteurs brésiliens avec qui j'étais, ils m'ont regardé faire. Au début, j'avais des grosses enfumoirs, des voiles et tout ça, puis ils sont venus voir. Ils ont vu que moi, je prenais la propolis délicatement, comme ça, au milieu d'abeilles africanisées, et que j'étais sans protection et que les abeilles ne me piquaient pas. Donc, ils ont dit, mais ils m'ont emmené à la chapelle, sur une montagne, la chapelle des chamans, en me disant que j'étais une chamane. J'ai dit non, vous pouvez faire pareil. C'est pas, c'est le propre de l'être humain aussi de se connecter et de dialoguer. Donc, ça, c'est la première chose qui me fait dire, c'est
mon expérience de plus de 40 ans avec les abeilles, je sais qu'il y a un dialogue avec les abeilles et qu'on n'a pas besoin de se protéger des abeilles. C'est un peu comme si on allait voir sa boulangère le matin. Pour avoir une baguette, on lui donnait un petit coup de fumée dans la figure, et puis qu'après on s'échappait vite vite avec la baguette de pain. Bah, le lendemain, elle ne serait pas très sympa. Alors que si on discute avec elle et qu'on a un moment d'échange et qu'en plus on lui donne, bon, là c'est des euros, là, les abeilles, il doit y avoir un échange avec elles, une considération, quelque chose qui fait qu'elles ont envie d'être là et qu'elles ont aussi envie qu'on soit là autour d'elles. Les abeilles, elles contrôlent en permanence l'état de leur matrice, c'est-à-dire qu'elles fécondent les plantes pour que les plantes soient plus aptes à se multiplier. Il y a un vrai échange entre la plante, l'abeille, et les abeilles aussi, elles dépolluent. C'est-à-dire qu'elles vont aller chercher des matières spécifiques dans la nature qu'elle collectionne et grâce à ces ions, ces nanoparticules ionisées qui pourraient être dangereux dans l'environnement, elles ont collecté, elles vont reconstruire des matières stables par polymérisation et ça grâce au venin. Donc ça, c'est des faits scientifiques qu'on a pu observer après, mais moi, j'ai découvert cette hypothèse, non pas par la science, mais par l'expérience d'observation et de relation avec les abeilles. Ensuite, j'ai travaillé avec des équipes pour que les hypothèses que j'avais en quelque sorte éprouvées par mon observation et mon expérience prennent une forme plus scientifique. Et c'est en cours, on va publier bientôt ces expériences avec une personne qui s'appelle Marie-Agnès Courtier, qui est chef directrice de recherche. Donc, on a vraiment des avancées incroyables sur la connaissance des abeilles et sur leur capacité à transformer la matière utilement pour nous. Et l'apiculture douce et l'approche respectueuse de l'abeille en tant que scientifique, en tant que historienne de la Terre et sachant agir pour le bénéfice de tous, euh, cette expérience de l'abeille, cette observation de l'abeille dans ce sens-là, elle connaît aujourd'hui aussi une approche scientifique très avancée avec la chimie et la physique nano. On peut observer la matière à des petites échelles. Oui, oui, d'accord. Bah, merci déjà pour cette passionnante démonstration de ce que les abeilles nous apportent, en tout cas dans leur relation et dans ce qu'elles nous offrent. Euh, donc, tu nous parlais que les bases de l'apiculture douce, c'était donc pas de nourrissement artificiel, avec des succédanés de sirop industriel, pas de finalement d'intrusion et d'introduction de produits chimiques dans la ruche, quels qu'ils soient, que ce soit par les peintures ou par des traitements vis-à-vis notamment de varroa, j'imagine. Oui. Et puis, tu nous parlais aussi de, je ne sais plus quel troisième point, le troisième pilier là, de l'apiculture Le, douce. le troisième pilier, c'est l'emplacement des ruches. À l'emplacement des ruches, voilà, c'est ça, d'éviter les zones à risque, puisqu'on est quand même dans un environnement vraiment très, très contraignant pour l'abeille parfois. Alors, c'est les bases initiales. Après, chaque point peut être creusé sur l'emplacement des ruches. C'est évidemment en priorité celle qui est choisie par les abeilles. Donc, il est très important d'observer où les essaims se posent, quasiment de les laisser sur place quand il peut y avoir un essaimage, d'observer aussi ben, les, les signes extérieurs. Parce qu'il y a l'absence de pollution qui est essentielle, mais après, il y a toutes les techniques qui permettent de mieux choisir un emplacement qui convient aux abeilles et de le choisir si possible avec elles et par elles. Donc, Et quand tu dis choisir avec elle, tu penses à quoi? Tu penses à la géobiologie? Tu penses à quelle approche? Quand tu dis, par exemple, que laisser les abeilles choisir leur emplacement, comment ça se fait concrètement, pratiquement? bon, il peut y avoir, alors moi, les techniques, disons, très mentales de géobiologie, où on vous apprend qu'il y a un quadrillage, tout ça, je veux bien.
Mais faut pas oublier que les abeilles ont inventé l'acupuncture, c'est-à-dire que par exemple, le corps humain avec ses méridiens et ses points d'acupuncture, il a été dessiné en observant où les abeilles piquaient. Donc, c'est donc bien les abeilles qui ont inventé l'acupuncture et c'est aussi elles qui ont inventé la géobiologie, si on peut dire, puisque les essaims d'abeilles ils suivent des traces, euh, comme les aborigènes, ils se posent toujours aux mêmes endroits. On observe très bien que les abeilles, elles délaissent, elles abandonnent volontiers un endroit où elles ne se développent pas quand on pose une ruche sur un endroit qui ne convient pas. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de baguettes ni de choses. C'est très bien si tu veux les utiliser, mais euh, la, la, la géobiologie, c'est la bio de la terre, et les abeilles, c'est les biologistes de la terre. Donc, en observant les abeilles, comment elles se comportent, si la colonie d'abeilles se plaît à tel endroit, dans tel rucher, toute l'observation qu'on peut avoir des abeilles, c'est ça qui nous permet de bien euh, les, leur permettre d'être placées là où elles veulent. Donc, ce que j'observe, par exemple, là, actuellement, quelque chose de très actuel, c'est que on a beaucoup de, il y a beaucoup de présence de Vespa velutina, de frelons asiatiques. Il y en a plus à certains endroits, les abeilles sont plus attaquées à certains endroits qu'à d'autres. Ça, c'est de la géobiologie. On va choisir les endroits où les abeilles se défendent mieux des Vespa velutina, des frelons asiatiques, et au contraire, les enlever les endroits où elles sont attaquées et détruites par les frelons. C'est la géobiologie de base, mais en apiculture, c'est essentiel d'observer les meilleurs emplacements pour les abeilles et de les éloigner évidemment des polluants qui pourraient insidieusement les empoisonner. Donc, on a déjà deux, deux points qui nous guident le comportement des abeilles et le comportement des humains, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait là de, de détraquer qui pourra empoisonner les abeilles et les abeilles, où est-ce qu'elles vont travailler, se défendre, vivre le mieux, et là on les place. Et donc Mm. il y a toute une notion comme ça. Et c'est pas de la, la géobiologie, c'est parfois pour moi, enfin pour moi, un truc que les humains croient avoir, croient savoir avec des baguettes, alors qu'on a la chance d'avoir des abeilles pour regarder ce qui se passe très concrètement, quoi. J'aime bien le côté observation directe de la ruche, des abeilles, de leur vol, observation trop du vol. Pour moi, c'est important. D'accord. Et donc, comment tu abordes les opérations, tu sais, habituelles de l'apiculture? Là, on parlait de l'enfumage, donc j'ai bien compris que l'enfumage avait disparu dans ta pratique. Puis il y avait vraiment, avant d'aller à la rencontre des abeilles, que ce soit sur un rucher ou sur des ruches, il y a toute une approche personnelle et d'intimité avec soi et d'écoute avec l'environnement pour pouvoir vraiment ensuite intervenir. Toutes les opérations, tu sais, traditionnelles d'élevage de rennes, de traitement contre varroa, de multiplication du cheptel, de division, etc., que tu connais ou que tu as connu. Comment ces pratiques-là sont intégrées dans ton approche et notamment avec les partenaires avec qui tu travailles, comment ils abordent toutes ces notions qui sont habituellement font partie de l'apiculture conventionnelle, comment elles sont intégrées dans l'apiculture douce? C'est une bonne question parce que, bon, là, j'ai parlé de ma propre pratique, de ma philosophie, enfin, de mon approche personnelle des abeilles. Et donc, on- je- on- autant il y a d'apiculteurs, autant il y a de méthodes, parce que bon, souvent, l'apiculteur, il a un mentor qui lui enseigne, et puis après, il fait son propre chemin, et chaque apiculteur a son approche. Donc là, récemment, on a fait un forum chez nous avec une multitude d'apiculteurs, et chacun a expliqué son approche des abeilles, et ce qui ressort, c'est très curieusement, et c'est surprenant, mais c'est génial, c'est l'approche spirituelle. Il y en a qui ont souhaité s'exprimer sur l'abeille spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de passer d'une apiculture, mais globalement, hein,
d'une apiculture brutaliste à une apiculture spirituelle. Les apiculteurs, ils sont élevés par les abeilles et c'est plus eux qui élèvent les abeilles. Mais bon, et c'était des apiculteurs professionnels, tout ça. Donc, je pense que on va vers le point essentiel. Mais comme on est dans un monde très construit, nous, on a fait un cahier des charges apiculture douce, c'est-à-dire que toutes les apiculteurs avec qui on travaille et les matières apicoles qu'on utilise chez nous dans l'entreprise Ballot-Flurin correspondent à un cahier des charges apiculture douce. Tu as un volet général, puis des points de contrôle sur le miel, sur le pollen, sur la propolis. Et parmi les points de contrôle, il y a le fait de ne pas tuer les reines. C'est-à-dire que le fait de prendre une reine, de l'écraser, c'est pas autorisé. Donc, quelqu'un qui va faire de l'élevage, ok, mais il faut pas qu'il tue la reine. Donc maintenant, c'est devenu un truc qui a tout le monde est d'accord hein, là-dessus, parce que c'est horrible de tuer une reine. Donc, respecter le fait de ne pas tuer la reine, il faut trouver des solutions autres. Et chacun est libre de trouver les solutions, mais en général, c'est de faire une ruche de retraite pour que la reine continue à faire son travail, qu'elle meure de sa belle mort, quoi, et non pas la tuer. Ça paraît évident, mais les apiculteurs étaient tous sortis. Je me souviens d'un apiculteur qui était venu me voir un jour et il me dit, regarde, je vais devoir tuer les reines. J'ai dit, les tue pas. Et du coup, mais il faut juste penser à ça, quoi. Penser que nous, ça nous heurte, quoi, d'être violents avec les abeilles. Donc, l'élevage, puisque c'est les abeilles qui nous élèvent, laissons-les nous élever et ne tuons pas les reines. Je pense que voilà, ça c'est un exemple. Après, le cahier des charges, il fait 30 pages parce que c'est tout un tas de points de contrôle ou d'engagement qui sont pris par l'agriculteur. Que les produits de la ruche ne soient pas contaminés, ça c'est le résultat, qui est zéro contaminant. Ça veut dire forcément qu'il va y avoir un regard beaucoup plus poussé sur l'environnement de la ruche et que donc déjà une bonne partie des contaminants venant de l'apiculteur lui-même, il va falloir, si on a des vieilles cires, qu'on a acheté des ruches, revoir ça et laisser les abeilles bâtir leur propre cire de plus en plus. Donc, c'est un cahier des charges avec des contrôles physiques finaux sur les matières apicoles, mais à côté des tas de conseils et d'échanges entre apiculteurs pour construire ensemble les moyens d'avoir un produit de la ruche non contaminé. Donc, l'apiculture douce, c'est des recherches, du partage et un cahier des charges qui permet d'obtenir des produits de la ruche vivants, non contaminés et non volés aux abeilles. Donc le non contaminant, c'est compliqué, il faut l'obtenir par tous les moyens d'observation. Le, le vivant, ça se mesure, parce qu'il y a des moyens d'analyse maintenant pour voir si le produit est mort ou vivant. Donc, si on récolte un miel avant maturité et qu'après on le déshumidifie avec une machine, il va avoir perdu un certain nombre d'enzymes et il va avoir perdu cette dose de nanocomposites qui montrent que les abeilles ont terminé leur travail, qui vont faire que le produit est parfaitement bon pour la santé et amène tous les éléments vitaux, j'allais dire l'énergie vitale nécessaire. S'il est complété par une machine, il sera moins bien. Donc, tous ces éléments-là, ils vont être mesurés avec des analyses spécifiques, plus ou moins poussées de l'électrophotonique, par exemple, de cristallisation sensible, pour voir la différence entre un miel poussé, récolté trop tôt, ou un miel récolté bien mûr, pas simplement par l'humidité, mais aussi par des éléments concrets liés à cette analyse et chiffrables. Et donc, ce que je voulais voir avec toi plus précisément, c'est dans les pratiques, notamment, tu sais, on a bien vu que par rapport à l'élevage, par exemple,
voilà, donc de pas tuer les rennes volontairement et de leur laisser finalement une vie de retraité, par exemple en faisant un petit essaim et leur laisser faire leur vie. Euh, tout ce qui consiste tu sais, à augmenter le nombre de ruches, à faire des divisions, à faire de l'élevage artificiel, le greffage, tout ça, toutes ces approches en fait qui sont dans l'agriculture conventionnelle, comment vous les intégrez vous dans le suivi des colonies, dans le maintien des colonies, dans l'augmentation par exemple du nombre de colonies? Quelles sont les pratiques qui sont faites par les apiculteurs, par exemple de votre de votre ouais, de tous les partenaires en fait qui sont autour de Ballot-Flurin, entreprise. Mais nous, enfin, le but, c'est pas d'interdire des choses que je- c'est pas d'interdire le greffage ou de le conseiller. C'est enfin, mon but professionnel, c'est de permettre que les matières apicoles, elles soient ni arrachées brutalement aux abeilles et ni annihilées dans leur essence D'accord. petite profonde que les abeilles. Donc, le greffage, il y en a beaucoup qui le pratiquent puisque la gelée royale est produite et fait partie des possibilités de l'apiculture douce. Mais par contre, j'ai j'ai, euh, j'ai milité pour que la gelée royale soit interdite en cosmétique parce que il y avait plein de marques que je citerai pas, mais plein de marques de cosmétiques qui mettaient de la gelée royale dans des shampoings, dans des crèmes, et c'était de la gelée royale produite dans des conditions horribles pour les abeilles, importées de Chine à bas prix, et ils faisaient croire que ça allait être bon de mettre de la gelée royale à shampoing, quoi. Je veux dire, c'est comme le foie gras, on n'a pas le droit de faire ça. La gelée royale, ça doit être récolté de manière parcimonieuse, en petite quantité, vendu très cher parce que ça coûte cher. Et c'est évidemment au prix du greffage, de la mise de côté de la reine, de pratiques qui ne sont pas vraiment facile à supporter pour les abeilles. Donc, au moins que ça soit fait délicatement, en conscience, de manière non intensive, quoi. Je pense que c'est très important que chaque chose qu'on fait soit réexaminée par rapport à ce que ça fait aux abeilles, comment on les fait souffrir. Donc, il n'y a pas de règle qui dit pas d'élevage, pas de gelée royale. Au contraire, quoi. Les abeilles sont là pour partager quelque chose avec nous, ok. Donc, écoutons-les. Et dans cette écoute, chacun entend. Et donc, on a une apicultrice Nadine, par exemple, qui est à la fois ma voisine, elle est vraiment en dialogue avec les abeilles. Ça fait longtemps qu'elle a fait de la gelée royale, mais elle fait de la gelée royale, mais ses quantités produites sont minimes. Il n'y a pas un rendement élevé, mais c'est pas le rendement qui compte, c'est la qualité de relation avec les abeilles. Et ce qu'elle Mhm. arrive à garder comme contact véritable avec les abeilles. Donc, donc déjà, ça se traduit par ne pas tuer les reines ou ne pas donner de nourriture artificielle. Elle donne des pâtons de pollen et de miel aux ruches qui sont en élevage. Ça fait partie du cahier des charges chez Annie et le résultat est très bon parce que le Sagilé Royal, ça soigne des gens qui sont en dépression, des enfants qui sont anorexiques, qui vont peut-être mourir, quoi. Donc, les abeilles sont d'accord pour qu'on utilise leurs produits à bon escient, mais pas pour mettre dans des shampoings DOP. Mhm. D'accord. Et donc, oui, ce que tu mets vraiment en évidence, c'est vraiment la relation, le lien entre nous et le vivant et nous avec l'abeille en particulier, Oui. indépendamment finalement des techniques qui sont mises en œuvre par les uns et par les autres avec une base commune qui est le cahier des charges. Et c'est vraiment la relation. Et est-ce que tu pourrais, par exemple, nous préciser quelle serait la manière de rentrer en relation avec l'abeille, avec le rucher, avec la colonie, ce que tu appelles demander l'accord des abeilles, hein, qui est quelque part rentrer en relation avec un individu qui s'appelle colonie d'abeilles, avec des spécificités dans chaque colonie. Qu'est-ce que c'est pour toi de l'attitude qui consisterait à être à l'écoute de l'abeille et de savoir si on peut, à un moment donné, ouvrir ou non une ruche? Alors, il y a quelques grands. Enfin, c'est à la fois très très simple et aussi difficile à résumer, mais je peux quand même
quand je vais faire un stage de yoga des abeilles, c'est ce que j'enseigne. Donc, la première chose, c'est de se concentrer non pas sur sa clé de voiture, ce qu'on va faire demain et tout ça, mais sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'on est là. Déjà, on est là, et c'est valable avec une personne humaine comme avec les abeilles. On- euh, être présent, être présent, présente avec les abeilles quand on arrive au rucher. Si on vient en voiture, on se gare pas trop près et on éteint son moteur intérieur mental aussi bien que le moteur de la voiture. C'est-à-dire que on va euh, laisser passer les pensées et être présent à ce qui se passe. Donc ça consiste peut-être à marcher un peu pieds nus, s'asseoir près d'un arbre, observer les abeilles au trou du vol pendant quelques instants pour laisser partir les pensées, considérer que être avec les abeilles, c'est un mantra de méditation et qu'on est là vraiment entièrement. Alors ça a l'air simple, c'est simple à dire, mais comme on est habitué à avoir des centaines de pensées par heure, il y a quand même un petit exercice à faire pour être là, présente avec les abeilles. Ça, c'est vraiment une des bases. Et vous remarquerez, si vous arrivez à le faire, que il n'y a pas de... Les abeilles ne sont pas agressives avec quelqu'un qui est présent. En fait, elles piquent tout de suite quelqu'un qui est en train de se torturer les méninges. Donc, descendre. Alors, il peut y avoir des exercices physiques pour le faire, c'est détendre la mâchoire. Quand la mâchoire est tendue, on n'a pas de connexion avec le reste de son corps, avec son cœur. Donc déjà, détendre la mâchoire, c'est tout simple, sentir l'énergie dans ses mains et se servir de ses yeux pour observer ce qui se passe autour de nous. Donc vraiment ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux quand on est dans un rucher, c'est en général bon pendant le spectacle. Vous avez ouvrir ses yeux, ouvrir sa respiration aussi pour sentir l'odeur de la ruche. Donc ça, c'est des faits tout simples à mettre en place systématiquement et prendre le temps de le faire, quoi. C'est essentiel, quoi qu'on fasse. Même si on va juste pour, je sais pas, réparer la barrière du rucher ou aller chercher un matériel qu'on a oublié, prendre cet instant de cohérence, de calme intérieur et laisser les pensées s'échapper. C'est essentiel pour la santé des abeilles, la nôtre, et celle de la planète en général, parce que je pense que le petit moulin du mental, c'est ça qui détruit tout, quoi. Si on fait les choses en étant présent, on est beaucoup Hmm. plus adéquat. C'était quoi la question? Oui, non, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire, en fait, ce que tu nous expliques, c'est vraiment, au-delà des techniques, des pratiques apicoles, c'est vraiment la manière dont on rentre en relation avec le vivant et avec l'abeille en particulier, dans cette étude d'être vraiment centré avec soi-même et, comme tu l'expliques, d'utiliser nos sens, nos cinq sens, pour être à la fois à l'écoute de ce qui est présent en chacun de nous quand on arrive sur le rucher, pour être justement complètement disponible à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et notamment avec les abeilles. Et c'est ça qui Oui, va finalement en déduire finalement une attitude qui va faire en sorte que les abeilles vont être vraiment en coopération avec nous et nous avec elles, et qu'il n'y aura pas ce sentiment d'intrusion avec les piqûres, avec tout ce qui peut se passer. C'est un petit peu ça. c'est ça, oui. Alors, et donc, du coup, là, les abeilles sont extrêmement sensibles à ça euh, et tout le monde sait le faire, en fait, être présent à soi-même et au moment. Mais c'est quelque chose qu'on n'enseigne plus ou qu'on n'enseigne pas assez à l'école, dans les écoles d'apiculture notamment, et c'est pourtant simple à découvrir, à apprendre. Je pense que c'est très bénéfique que tu fasses ces interviews, Vincent, parce que je pense que ça peut justement permettre à des personnes qui ne savaient pas que c'était aussi simple de pouvoir approcher les abeilles sans danger, hein. Déjà sans danger, parce que les abeilles sont très sensibles à notre état d'âme, à notre état, à notre vibration qu'on émane. Et donc du coup,
ouais, toutes les notions de sous-espèces. Tu sais, en apiculture, on parle de race d'abeilles, entre une abeille qui est douce, une abeille qui serait plus rustique, qui serait plus agressive, etc. Toutes ces notions disparaissent au sein de l'apiculture douce, puisque ce qui est vraiment mis en avant, c'est pas ces caractéristiques-là, mais vraiment la relation que nous entretenons avec le vivant, quelle que soit sa forme. Alors là, 100 d'accord avec ça, oui, bien sûr, les là, je disais tout à l'heure que j'étais au Brésil, à Belo Horizonte, enfin la campagne, au Belo Horizonte où, ils ont des abeilles dites africanisées et donc très agressives et là, j'ai récolté à main nue, sans voile. Donc c'est pas la question n'est pas la question de la race et c'est le et puis si ça l'était, enfin, je veux dire, je veux pas faire d'analogie maladroite, mais, on a connu quand même une guerre mondiale liée avec comme base le racisme, quoi. Le racisme où les Juifs ont été en camp de concentration juste parce qu'ils avaient une soi-disant race juive. Donc je pense que toutes les notions de race devraient être oubliées sur la terre. Moi, j'aime pas du tout même quand on me dit oui, c'est une race locale, c'est mieux. Parce que, bon, ben, je vois pourquoi, parce que c'est local, ça serait mieux. C'est sûr qu'à partir du moment où tu enlèves ton mental et que tu arrêtes de te triturer les ménages, tu vas peut-être comprendre que tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà et tu peux l'utiliser. Parce que c'est la première chose qui vient. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Donc, au-delà du local ou de la race, il n'a pour moi pas de sens. Il y a que tout est là. Tout est là et tu peux l'utiliser en conscience. Hmm. Ce dont tu as besoin est là. Et donc, les races, enfin, bon, là, on parlait avant des abeilles originelles des différents continents et elles étaient là. Alors, ils ont été chercher des abeilles de ci, de ça pour soi-disant produire plus, alors que maintenant, on revient aux abeilles Melipona au Brésil, aux abeilles pyrénéennes dans les Pyrénées, mais c'est là, quoi. C'est pas parce que c'est une race. Il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de race inférieure, il n'y a pas de race. Là, le monde est né de la diversité, de l'élan de rencontre, de la découverte. Donc, on est des enfants de la diversité. Et pour moi, c'est très important de changer son regard, son approche, de venir faire les choses avec une certaine humilité et de supprimer les idées préconçues, notamment en apiculture, en abeilles. Donc, si on fait de l'élevage en conscience, du greffage en conscience, et que les abeilles l'acceptent bien et qu'on est en phase avec elles, ben, pourquoi pas, hein, euh, une, une colonie d'abeilles et des abeilles en général, l'esprit des abeilles, si on les aide à se multiplier, à vivre et qu'on est avec elles dans ce but, c'est bénéfique et on sera accepté. Oui, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est comme une danse du vivant, c'est-à-dire nous humains, on fait partie de la nature, les abeilles font partie de la nature, et c'est une coopération, une danse entre les besoins de l'un, les besoins de l'autre, et au sein de cette relation, bah, il y a quelque chose qui se passe. Oui, d'ailleurs, dans la danse, il y a toujours un moment où on s'éloigne, où on se rapproche, quoi. Et c'est ça qui fait le mouvement de la danse. Et donc, dans ces moments où on est très proche de l'abeille, très dans le respect, l'observation, et d'autres moments où on tire un petit peu, où on s'éloigne, où on tire l'autre, où on accepte de subir, d'être passif par rapport à ce que fait l'autre. Et d'autres moments, ça va être inversé. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans une apiculture douce, qui est non pas une exploitation de l'abeille, mais un culte de l'abeille, quoi. C'est-à-dire, on les considère comme étant un esprit supérieur, une connaissance supérieure, et on les respecte pour ça, et on amène ce qu'on a de meilleur aux abeilles. Voilà, c'est pas une règle de va-t'en dans ton coin, va vivre tout seul, et puis moi je vais vivre tout seul. Mais à ce moment-là, c'est pas la peine d'être sur Terre, hein, si c'est pour laisser des autres êtres vivants, si on peut pas s'approcher des arbres, si on peut pas respirer les fleurs, si
le miel que nous offrent les abeilles ou la propolis, on passe pas se soigner magnifiquement, alors que je veux dire, quel sens ça aurait si les abeilles sont là et qu'il y a des gens qui souffrent atrocement et qu'on ne peut pas les soigner avec du miel, alors que ça les guérit radicalement de blessures graves ou des gens qui souffrent. Pourquoi on ne récolterait pas le miel? Enfin, pour moi, puisque c'était la première question que tu m'as posée, le réensauvagement des abeilles, ça n'existe pas depuis la préhistoire. Les cueilleurs vont aller chercher du miel dans les arbres. On est ensemble sur la terre et on a du respect, de l'amour, de l'échange. Hmm. C'est essentiel. Et on arrive petit à petit à la fin de notre entretien. Quel conseil tu donnerais à tous ceux qui voudraient, à toutes les personnes, apiculteurs ou non, qui voudraient s'engager vers cette apiculture douce, voilà, et qui souhaitent adopter une approche plus respectueuse des abeilles? Ce serait quoi pour toi les différentes étapes? Alors, la première étape, ça serait déjà, pour justement approcher l'autre qui est l'abeille, commencer par être en amour et en observation de soi, quoi, avoir un état d'âme présent à l'instant. Et ça, je l'ai dit à la fin, mais c'est vraiment important. Je pense que c'est le premier conseil. Alors, il est simple et puis personne ne le donne en fait. Donc, oui, veillez à votre état d'âme et à vous-même quand vous approchez les abeilles, et quand vous allez les voir, quand vous abordez l'apiculture. C'est c'est la médecine de demain, c'est la médecine de l'intention. Être en phase avec nos intentions, être conscient de nos intentions. Ça, c'est vraiment un point essentiel que je donnerai. Et de là va découler tout le reste, parce que comme chaque individu est différent, après, il va découvrir ses propres pratiques, sa propre danse avec les abeilles. Mais je recommanderais déjà de ne pas avoir une ruche. Les abeilles, on dit, oh, j'aimerais bien avoir une ruche. Mais non, ça, c'est pas un vocabulaire qu'il faudrait continuer à utiliser parce que les abeilles, on ne les a pas. C'est un échange. C'est comme j'ai pas une femme, j'ai pas un enfant. Ce sont des êtres vivants qui vivent avec nous et dont on peut avoir la responsabilité, ou en partie, mais cette responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que les abeilles aussi, elles sont responsables de nous, dans le sens où elles sont là aussi pour nous apporter des solutions pour être mieux dans notre vie et donc apporter du mieux sur la planète. Hmm. Donc, pas de possession et une, une approche présente, être présent comme un enfant. Ça, c'est vraiment les deux recommandations principales. Et ensuite, évidemment, peut-être pas écouter tous les conseils qu'on voit dans les livres, dans les riches écoles, où il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ça, tu dois traiter, tu dois faire de l'élevage, sinon tes abeilles vont crever, tu dois faire ça. Observer, ouvrir ses yeux, ouvrir son cœur et regarder ce qui se passe déjà sur la planche en vol avant d'ouvrir la ruche. Ça, je le dis pour aussi les apiculteurs amateurs, parce que on ouvre, on fait la visite, on fait ci, on fait ça. Non, rester là en observation, déjà regarder ce qui se passe, comment elles agissent, comment elles volent. On peut tout savoir là, et puis on apprend beaucoup, et puis il y a un vrai espace d'échange. Hmm. Donc c'est vraiment une invitation à l'observation avant tout, observation de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe chez les abeilles. Et Oui, une fois que, on va dire, cette observation, elle est là, cette écoute, elle est là, ensuite en découle finalement une pratique et une pratique qui est pour toi beaucoup plus respectueuse à partir de cet espace, de cette intention qui est clarifiée et qui est apaisée. C'est un petit peu ça? faut pas oublier que la matière, c'est pas une addition de molécules. C'est la matière, c'est bien plus que ça. La matière, c'est un signal, une information. Donc, les abeilles nous amènent, par leur présence, mais aussi par tout ce qu'elles produisent dans la ruche, une information très précise et qui nous préserve, qui nous apporte de la santé et qui nous fait penser autrement. Donc, Mm. si on veut obtenir ce résultat fabuleux de pouvoir considérer le miel comme un aliment spirituel, ça l'est, hein, ça l'est.
on est obligé de quand même, avant d'aller aux ruches, démarrer une petite démarche de respect pour soi-même et pour ce qu'il y a autour de nous en étant présent. Et les enfants savent souvent mieux le faire que les adultes. Donc, c'est pas Mhm. compliqué. D'accord. Et donc, pour conclure, c'était un petit peu mon intention de départ de comment concilier une relation éthique avec l'abeille, avec une dimension économique de l'apiculture. On en a déjà parlé, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'à partir du moment où il y a ce respect mutuel, tout ce qu'on vient de décrire en termes de relations respectueuses, d'écoute, la dimension économique avec les matières premières que nous offrent les abeilles est tout à fait possible et pas antagoniste avec une apiculture qui resterait, par exemple, une apiculture de loisirs, une apiculture où on laisserait les abeilles livrer à elles-mêmes. Bah oui, j'invite ceux qui veulent le découvrir à venir nous voir dans les Pyrénées parce que pour moi, enfin, l'économie, c'est de l'écologie. C'est la même racine, mais il n'y a pas de. Enfin, l'argent, c'est un flux comme le vent, comme tout. On a besoin de l'économie pour équilibrer notre vie et il n'y a aucune raison de ne pas le faire en conscience et de ne pas le faire avec avec les abeilles qui sont des modèles économiques, les abeilles. Donc, je pense que si on suit les abeilles, on ne se trompe pas dans ce domaine-là, en tout cas. Et si on suit les abeilles, qu'on les écoute et qu'on les considère comme pouvant nous apporter du bien-être, elles vont le faire et elles vont être des modèles économiques, les abeilles. Mhm. Nous, d'ailleurs, chez nous, on dit toujours, on fait beaucoup d'analogies avec la ruche et avec les abeilles, beaucoup d'aspiration, des lieux de repos. Par exemple, les personnes qui travaillent chez Vallaupurin, elles vont se reposer dans une ruche géante et elles s'allongent sur les ruches pour leur sieste, pour leur repos, pour se calmer, pour être bien. Donc, les abeilles, le principal produit de la ruche, c'est leur présence. Hein. C'est pas la récolte de ce qu'on fait, c'est la présence des abeilles. La présence des abeilles, c'est le principal produit de la ruche et même produit économique, produit de santé. On peut être auprès d'une ruche, on aura déjà beaucoup de bénéfices sans être auprès. Mhm. Oui, donc c'est vraiment ce que tu décris, c'est une relation éthique avec l'abeille. Et du coup, en ayant une relation éthique avec l'abeille et le vivant, la relation éthique avec l'économie est possible aussi. Voilà, bien sûr. Elle doit l'être d'ailleurs. Et j'aimerais, voilà, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs, auditrices qui nous écouteront? Qu'est-ce que tu as envie de partager là pour ce mot de la fin vis-à-vis de tout ce qu'on a partagé et abordé? Mais, je suis particulièrement ouverte à Ah, ce sujet-là. Donc, allô? oui, oui, je t'écoute. On a perdu l'image, mais elle est revenue. C'est bon. Je t'écoute. Donc, je me disais que je pense que les auditeurs, vous qui nous écoutez, euh, être particulièrement ouverts à ce sujet de l'observation de l'abeille, de la place de l'abeille dans nos vies. Et voilà, donc je les inciterai à continuer leur recherche et à échanger entre eux parce que je pense qu'on a beaucoup à s'apprendre et à s'apporter dès qu'on est avec les abeilles ou qu'on s'y intéresse. On découvre des messages très importants. Et moi, j'aimerais bien partager avec les autres personnes qui font partie de ce forum, de cette approche sensible des abeilles. Hmm. Et je, je suis, on a toujours à apprendre. Les abeilles, elles continuent à s'adapter à un monde
qui change beaucoup en ce moment, le climat, les nouvelles espèces comme les frelons Vespa velutina. On voit les abeilles s'adapter, trouver des solutions, et je pense qu'on a beaucoup à partager avec les abeilles à beaucoup de niveaux. Donc, je, 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 je souhaite, moi, que de plus en plus de gens prennent conscience de ça, que les abeilles, c'est pas juste pour la récolte du miel ou des produits de la ruche, c'est pas juste pour les laisser dans leur coin, elles sont là pour nous apprendre vraiment de la science, de la vie, et qu'on a besoin d'elles, et les remercier, les abeilles, et remercier Vincent pour ce que tu fais, et remercier les personnes qui s'y intéressent avec respect. Hmm. Voilà, je pense que c'est ça le. Eh ben, un grand merci, Catherine. Et puis, je te confirme qu'en effet, la mise en relation de tous les intervenants va se faire et que je prévois aussi, au-delà des interviews, des lives pendant la semaine de diffusion où justement les personnes qui voudraient interagir avec certains intervenants ou que les intervenants puissent interagir entre eux, ben, ça fait partie de ce que je prévois de mettre en place. Ça va venir. Et voilà, donc du coup, bah, je te remercie du fond du cœur pour ce partage, d'avoir pris du temps pour ce partage. Et puis, je te dis à très bientôt. Et dans tous les cas, on reste en lien, comme on l'est avec les abeilles et avec le vivant. Oui. Et bien sûr, s'il y a des questions, parce que moi, là, j'ai pas pu faire part de toute mon expérience, mais je suis tout à fait disponible aussi pour des personnes qui auraient envie de partager sur tel ou tel point ou des questions, communiquer mon mail si besoin, pour pouvoir me poser des questions. Je sais pas, peut-être que toi, tu prévois Oui, oui, un moyen d'échanger, un je, chat. pré- je prévois tout ça et notamment bah, sous la vidéo, sous cette vidéo, il y aura les liens concernant ton activité, tes réseaux sociaux, ton site internet, ton mail. Donc les personnes qui visualiseront cette vidéo, qui seront intéressées pour te contacter, auront dans tous les cas les informations à disposition. Bravo, Vincent, bravo, merci. C'est super. Voilà, je te dis à très très bientôt et puis bah Ah, là merci. on Ouais, reste en ligne quelques instants supplémentaires. ok.